Aloha, j'espère que vous allez bien. Avec tous les efforts du monde, je n'arrive pas à finir ma vidéo qui devait sortir sur ma chaîne ce week-end. J'en suis vraiment désolé. Ne voulant pas vous laisser sans contenu, je vous ai fait une compilation de plusieurs affaires qui ont déjà été traitées sur ma chaîne, qui sont tout aussi importantes. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés, merci énormément. Et je vous remercie pour les anciens aussi, d'être toujours présents sur ma chaîne. C'est un énorme soutien. Merci beaucoup. Coucou, c'est la Cana du montage. Avant de visionner la vidéo qui va suivre, il y a eu une toute petite erreur. Bon, je l'ai déjà dit quand elle est sortie sur ma chaîne, mais apparemment il y en a qui se font un malin plaisir de le redire. Donc le gros poisson, énorme poisson que vous allez voir avec plein de dents acérées, c'est bien un poisson, ce n'est pas un mammifère. Donc merci beaucoup d'en tenir compte. Donc voilà, donc bon visionnage. Passionné et membre de la sauvegarde des requins, j'ai pensé que cette vidéo pourrait vous intéresser. C'est l'affaire Ray Bundy, l'histoire vraie qui a inspiré le film d'horreur The Reef. Nous sommes en Australie, plus précisément au large de la côte nord-est de cette immense île-continent, en pleine mer de corail. On est à environ 60 miles nautiques à l'est de la grande ville, Townsville, dans l'état du Queensland. Les attraits de cette ville sont ses immenses plages, ses nombreux loisirs et autres activités liées à la mer, dont la pêche, sans oublier son immense aquarium de coraux. Un important port industriel profite aussi à l'économie du pays en exportant de très grandes quantités de minéraux. Le dimanche 25 juillet 1983, en soirée, Ray Bundy, âgé de 28 ans, capitaine d'un petit chalutier crevettier baptisé New Venture, est sorti en mer. Le temps est doux, car ici, en hémisphère sud, c'est l'hiver. Mais l'hiver tropical a ses spécificités. Il fait quand même 25 degrés en journée et 15 degrés la nuit. Il est à la barre quand soudain, pour une raison qu'il n'arrive pas à expliquer vraiment, emporté sans doute par son élan, dans des vagues assez fortes, il est surpris mais n'arrive pas à redresser le bateau. À bord de l'embarcation, il y a également Denis Patrick Murphy, âgé de 24 ans, également appelé Schtroumpf, et Linda Ann Horton, tout juste âgée de 21 ans. Tous trois tombent à la mer, sans espoir, dans l'immédiat du moins, de redresser le bateau. Mais les heures à venir vont être terribles et angoissantes pour les trois infortunés. Ils font le point, se concertent à plusieurs reprises, se demandent ce qu'ils vont faire pour s'en sortir et regagner un port sur la côte,
ou peut-être une île proche. Ils espèrent que l'absence de leur embarcation sera remarquée aussi vite que possible. Pour l'instant, ils se sont tout d'abord accrochés à l'épave, qui flotte encore et qui comprenait également une planche de surf, une bouée de sauvetage et des morceaux de polystyrène, provenant de caisses à crevettes posées sur le pont, lorsque le chalutier a coulé. La première nuée tombe déjà, et elle sera longue. Aucune embarcation n'est en vue. Ils ne savent pas trop où ils sont, étant privés de tout instrument et de tout moyen d'alerte. Une autre angoisse les saisit progressivement, au fur et à mesure que les heures avancent. Ils connaissent bien les dangers particuliers de la mer de corail australienne, surtout sur cette côte nord-est, à savoir la présence de tout un tas de grands requins. Il y a là des requins maquereaux, des requins marteaux et plus effrayants encore, de grands requins blancs, dont certains peuvent atteindre une taille de 15 pieds, soit plus de 4,50 mètres. C'est énorme et la puissance de la mâchoire est proportionnelle à la taille du requin. Cela, Ray le sait par expérience et aussi par habitude de la pêche. En effet, tous les pêcheurs et tous les utilisateurs de la mer de corail parlent entre eux de ces dangers, les évoquent, trouvent des parades, s'alertent aussi les uns les autres quand ils sortent. Pour nos 3 rescapés, il ne se passera rien de significatif dans la journée du lundi. Une journée qui va être terriblement longue et monotone, sauf la soif et la faim qui commencent à les marquer. Ils sentent qu'ils dérivent doucement, seuls sur la planche de surf et la bouée, en espérant que c'est vers la côte que les courants les entraînent. Mais tout va changer dans la soirée du lundi. En effet, l'un des requins blancs, prédateur né, les a repérés et tourne déjà autour d'eux, dérivant sur leur frêle esquif où ils s'accrochent vaille que vaille. Les 3 naufragés ont bien vu, à un moment donné, la nageoire dorsale fendre le dessus des vagues. Le requin est gros, fort, rapide aussi. Ils ne s'intéressent pas à lui, espérant ainsi le décourager et qu'il lève le camp en s'éloignant. Mais c'est mal connaître la nature même de ces animaux. À un moment donné, Ray bondit sans que l'animal le mord à la jambe, alors qu'elle pend sous la planche de surf. Malgré la vive douleur, il se dégage en assénant de violents coups avec l'autre pied resté libre. Le requin n'insiste pas, du moins pas pour cette première attaque. D'aucuns diront que là, l'animal fidèle à ses principes de grand prédateur en mer jauge ses proies. Il a le temps. Il va, comme à son habitude, les traquer sans pitié. Il tourne autour d'eux, s'éloigne, revient, dans une danse mortelle où il se sait seul gagnant. En effet, il ne se passe pas 10 minutes après la première attaque portée sur la jambe de Ray, que le requin revient et se jette littéralement sur Denis Murphy. Il commence à lui prendre fermement la jambe et il ne lâche plus sa proie. Les 2 autres malheureux rescapés n'y croient pas trop, mais ils se rendent à l'évidence quand ils voient la surface de l'eau rougir progressivement. C'est le sang de Denis qui coule. Personne ne sait quoi faire ni comment arrêter l'hémorragie. Avec quoi d'ailleurs pouvait-il faire un garrot sur la jambe de Denis? Denis Murphy prend alors une décision radicale. Il demande à Ray et à Linda de s'éloigner, pendant que lui s'éloigne. Il va servir d'appât. C'est tragique, c'est horrible. Le requin va continuer son horrible travail. Ils ne verront plus Denis Murphy. C'en est fini pour lui. Ray et Linda ont cru un instant être débarrassés de l'animal. Le sacrifice de leur ami Denis n'aurait peut-être pas été vain.
Mais c'était sans compter sur la logique des grands requins blancs. Et leurs espoirs vont vite être déçus. À un moment donné, le requin se jette littéralement sur Linda, assise dans les lingues de la bouée de secours. Il l'attrape violemment aux 2 bras et à la poitrine, avec sa mâchoire carnassière. Ray ne peut rien pour la sauver. Il la tient par la main alors même que le requin la secoue 3 ou 4 fois. Elle n'émet qu'un petit cri très faible et meurt dans ses bras, très grièvement mordue à plusieurs endroits par le cétacé, que le sang humain a rendu comme fou. Mais le temps passe. Et finalement le mardi, 2e journée où Ray est en mer, naufragé désespéré, le requin disparaît subitement. Ray Bundy nagera à la limite de ses forces, car il est épuisé, jusque vers un récif. Sera finalement secouru le mardi, en journée, par un hélicoptère des gardes-côtes australiens, dépêché depuis Lauder Reef, une station située à 45 miles nautiques, plus au nord de Townsville. Il a passé 36 heures en tout en mer, tenant un équilibre fragile sur la miraculeuse planche de surf, qu'il avait eu la bonne idée d'embarquer sur son chalutier. Aujourd'hui, le temps a passé, sans jamais arriver à apaiser ses cauchemars et ses angoisses. Il vit toujours dans cette petite ville de Lauder Reef, où finalement il s'est installé, ayant perdu à jamais 2 de ses meilleurs amis. En 2009, son histoire sera contée dans un film, The Reef. L'histoire racontée ici est très largement inspirée du film La colline à des yeux, du réalisateur américain Wes Craven, qui l'a tourné en 1977. Souvenons-nous qu'il est aussi le réalisateur du film d'horreur Scream, film qui a marqué tant d'esprits. Nul doute que l'homme sait mettre en place des décors et des ambiances adaptées à la peur et à l'étrange. La première version ayant fait tout juste un nombre d'entrées correctes, un remake est très vite imaginé. Cette fois-ci, l'action doit être plus sombre, plus intimidante, plus accrocheuse, prendre littéralement aux tripes. On y jouera l'effroi plus que le suspense. Et les spectateurs ne vont pas rester longtemps sur leur faim. Wes Craven, le réalisateur des 2 films, tournés en 1979 et en 1987, a dit s'être inspiré d'une histoire vraie pour produire le scénario de ses films. Effectivement, après de nombreuses recherches et vérifications, le réalisateur a pu constituer un scénario haletant et terrifiant. L'histoire qui a inspiré La colline à des cieux vient d'un fait divers qui se serait passé en Écosse au XVIe siècle. L'histoire de Sawyer Bean et de sa nombreuse famille. Il faudra attendre l'année 2006 pour que le réalisateur français Alexandre Aja s'y attelle. Dans sa version à lui, une famille américaine type, la famille Carter, décide de se rendre en Californie pour fêter l'anniversaire de mariage des parents. Pendant leur voyage, qui est assez long,
la petite famille décide de faire un détour pour traverser le désert du Nouveau-Mexique, que personne d'entre eux ne connaît encore. Rappelons-nous tout d'abord le script de ce film captivant et tourné hors des sentiers battus habituels, là où l'imaginaire le dispute au rêve, au fantastique et à l'horreur, là où l'on ne sait plus très bien distinguer le réel du surnaturel, le vrai de l'effroi. Dans les premières images, nous sommes avec la famille Carter, sur la route de la Californie. Ils arrivent dans la région chaude et désertique du Nouveau-Mexique. Il faut refaire par prudence le plein de carburant du break familial, se restaurer aussi, acheter quelques friandises et boissons pour la suite du trajet. Sur les conseils du gérant de cette station-service, snack boutique, typiquement américaine, comme il en existe tant au bord des mythiques routes américaines, ils vont emprunter un chemin inconnu, non signalé par des panneaux et qui n'est pas non plus répertorié sur leur carte. Au début, le chemin est carrossable et ils ne s'en font pas, mais ils vont malheureusement être immobilisés par une panne de leur voiture. Au bout d'un long moment, il faut bien se rendre à l'évidence. Ils sont en panne, perdus au beau milieu du désert aride et sec, de cette Amérique profonde qu'ils ne connaissent pas. C'est alors, par le jeu de mécanismes hallucinants qui vont s'enchaîner, que leur pire cauchemar va commencer. La famille Carter va tomber, bien involontairement et sans les avoir provoqués, sur une famille d'humains cannibales qui, du fait de multiples transformations génétiques dues à d'importantes radiations nucléaires, sont devenus ainsi. Si cette histoire semble a priori tout droit sortie de l'imaginaire du cinéaste, largement enjolivée, qui plus est par des effets spéciaux marquants et toute sa fougue, il semble néanmoins qu'elle ait pu s'inspirer librement de faits réels remontant au XVIIe siècle et qui se seraient déroulés en Écosse. Oui, des faits similaires auraient bel et bien existé en Écosse, et ce, au XVIIe siècle. Même si ce mythe n'a pas entièrement disparu de nos jours, malgré l'évolution de la société, l'Écosse du XVIIe siècle reste un pays mystérieux, perdu tout là-haut, aux confins même de la grande Angleterre, entre mers déchaînées, vents terribles, brumes permanentes et mystères séculaires. C'est un pays de relégation, peuplé, croit-on, et la légende est tenace, de sorcières, d'esprits maléfiques, de revenants, d'âmes tourmentées, de géants, de sauvages, d'individus non civilisés, bagarreurs, tueurs et frondeurs. Et cela suffit amplement à créer et à entretenir des légendes, de celles qui ont cours les longs soirs d'hiver, dans les chaumières, à la traditionnelle veillée.
L'une d'elles, sans doute embellie et amplifiée à force d'être racontée au coin du feu de genêts et de brandes sèches, est celle de cet Alexander Sonneur Bean. Il est un homme du pays, dit-on, mais en réalité, on sait fort peu de choses de lui. Alexander Bean serait né à Est-Lothian à la toute fin du XVe siècle et aurait appris le métier de tanneur. Plus tard, il sera amené à déménager à travers le pays, à s'installer dans l'Ayrshire, en Écosse, où il va convoler en justes noces. Les nouveaux mariés vont ensuite s'installer à demeure à Benan Cave, près de Ballante, toujours dans l'Ayrshire. La grotte de Benan qu'ils ont choisie était plutôt une demeure imposante, avec des tunnels pénétrant dans la roche solide et s'étendant sur plus d'1 mille de longueur, ce qui est phénoménal. De surcroît, l'entrée de la grotte était inondée sur plusieurs centaines de mètres, 2 fois par jour à marée haute, ce qui en fait une belle et sûre protection naturelle, un joli coupe-courant. De plus, la cavité découverte, presque par hasard, comportait de nombreux passages latéraux, donnant naissance à de multiples alcôves. Des enfants naissent en grand nombre, et même avec un taux de mortalité infantile élevé. La famille s'accroît vite. Aucune vie sociale, aucune éducation, aucune règle ne régissent ce semblant de famille, qui est en fait plus qu'une meute ou un clan tribal. L'homme serait en fait devenu au fil du temps le chef d'un clan écossais devenu cannibale. Au fil du temps, par goût immodéré de la viande et de trop maigres chasses, qui les a fait courir des heures durant sur les maigres landes sauvages où rien ne pousse guère, hormis les lichens et quelques genêts. Faute d'un métier stable et d'avoir trouvé un employeur qui le supporte, Alexander avait l'intention, mais aussi le besoin vital, de subvenir aux besoins de sa nouvelle épouse et aux enfants premiers-nés, grâce aux produits du vol et de débroussaillage des voyageurs et pèlerins de grands chemins. Il lui apparaissait assez simple de tendre une embuscade aux voyageurs circulant sur les routes étroites et isolées qui reliaient alors les villes et villages de la région. Mais pour s'assurer qu'il ne pourrait jamais être reconnu et identifié pour ses crimes, il devait assassiner ses victimes. L'histoire, riche en anecdotes et faits invérifiables, rapporte aussi que l'homme se serait marié avec une femme, elle aussi native de ce pays perdu, et que le couple aurait très vite décidé, faute d'avoir une massure et un toit, d'emménager dans une grotte sur la côte de Galloway. La vie menant son cours, de nombreux enfants auraient aussi vu le jour au sein de cette maison troglodyte. Tout cela est plausible, bien sûr, car on ne connaît que fort peu l'antériorité de pays, l'histoire de sa population, son évolution à travers les âges. Mais on sait avec certitude que la famine, la maladie, les vices et l'ennui y ont régné en maître. Pour gagner leur vie, les membres de la famille auraient donc décidé de tendre des pièges aux quelques voyageurs aventureux qui passeraient sur les routes voisines afin de s'approprier leurs biens. C'était pensé sans scrupule, sans état d'âme. C'était ainsi, et il fallait bien survivre. Et il y avait toutes ces bouches à nourrir. Alexander, le chef de la famille, homme rude et fort, incontesté par sa stature et son autorité naturelle, aurait mis en place un stratagème particulièrement astucieux pour les surprendre, une fois la nuit tombée,
sur les chemins traversant des landes sauvages et des terres de bruyère tout aussi inhospitalières, leur tendant de véritables embuscades auxquelles ils ne pouvaient en aucun cas échapper et les dépouiller ensuite. L'histoire ne dit pas comment la surprise joua, ni comment l'homme, soigneusement caché, déboula devant ses victimes, les détroussa et sans doute les mit à mort. Car il ne fallait pas laisser de témoins ni de traces de ces méfaits répétés. On pense, avec une logique macabre et toute rituelle, que les corps auraient alors été traînés jusque dans la grotte familiale, dont l'entrée était soigneusement dissimulée. D'ailleurs, qui aurait osé s'aventurer sur les chemins tortueux et malfamés de cette Écosse légendaire ? Il fallait bien les enlever des chemins empruntés et les soustraire à la vue des autres passants. Et là, l'horreur se joint quelque peu au rituel satanique. Il fallait bien se nourrir, manger pour survivre. L'occasion est trop tentante. Alors, pour que le père de famille reste le maître incontesté de la tribu, le meneur du clan, il met en place une véritable organisation, mi-clanique, mi-familiale, avec ses règles strictes et un rôle défini attribué à chacun. Aujourd'hui, on dirait qu'on a affaire à une organisation de type mafieux. Le régime riche en protéines semblait être profitable à tous, puisque Madame Bean enfantera bientôt tous les 9 mois. Des bébés vont naître, certains mourront, mais tous avaient goûté la chair humaine. Au fur et à mesure, la fratrie s'agrandit par effet d'inceste. Alors, pendant plus de 2 décennies, des générations de bébés sont nés et ont grandi dans la grotte de Benan, perfectionnant patiemment leurs compétences en matière de meurtre et de cuisine cannibale, y compris l'art, aujourd'hui perdu, de saler et de mariner la chair. Des parties de corps curieusement préservées, mais en décomposition, ont été découvertes par des pêcheurs échoués sur les plages environnantes de la région, sans qu'on puisse donner un sens raisonnable à la découverte. Certains membres de ce clan sont chargés de dépouiller les corps de leurs objets de valeur et de leurs vêtements. Toute affaire qu'ils répertorient et trient. D'autres vont se charger de stocker les corps en attendant de les dépecer et de les manger. Pour éviter qu'ils ne pourrissent, la putréfaction étant l'ennemi juré de la conservation, ils appliquent de vieilles recettes de marins partant au long cours. Les corps sont immergés dans des barils où ils vont mariner dans une saumure au goût indéfinissable, ou alors ils sont éviscérés, séchés, salés et suspendus à des crochets. Au fil des années qui passent, la famille a grandi et, grâce à son régime riche en protéines, elle s'est très vite agrandie. Et à mesure que la famille s'agrandissait, leur appétit grandissait également. Ce qui est mathématique. On ne chassait pas, on ne cueillait pas, on ne cultivait pas. Jusqu'à une demi-douzaine de victimes auraient été surprises en embuscade et tuées à la fois lors d'opérations qualifiées de style militaire et menées par l'armée de Alexander Bean. Les corps étaient ramenés à la grotte pour y être soigneusement préparés, puis dépecés pour le garde-manger par les femmes. Tout cela va durer pendant 2 décennies, 20 ans, durant lesquels le clan Bean, qui ne cesse de s'accroître en donnant naissance à plus de 50 bébés par an, tous nés de l'inceste, continuera de prospérer et de vivre, quasi en autarcie, de son macabre business. Au total, plus de 1000 victimes auraient été capturées, mises à mort, soigneusement dépecées et finalement mangées, dévorées peut-être par cette gigantesque et monstrueuse famille carnassière cannibale.
Malgré l'éloignement des grandes villes, malgré les multiples craintes inspirées, cela finit quand même par se savoir et à émouvoir les autorités du pays, le clergé très puissant alors et le peuple. Car ce qui va perdre à jamais le clan et son chef tyrannique et incontesté, ce Alexander Bean, ivre de chair humaine, à force de ne se nourrir plus que de cela, c'est la répétition accélérée des faits et leur commission toujours au même endroit. Et le fait de ne jamais retrouver de corps est plus qu'étrange. On avancera vite des théories paranormales, inspirées par le malin, théories que l'Église se gardera bien de contredire. C'est du pain béni pour elle. Cette faute, lourde de conséquences pour eux, et en grande partie imputable à leur naïveté et leur évident manque de jugeote. Ils pensaient continuer à sévir tous les jours et toujours au même endroit, ce qui va les perdre. Car même le lapin hors de son terrier réfléchit et ne se laisse plus guère attraper trop facilement. Les autorités locales avaient désormais établi ce qui devait être, et ce qui doit encore être à ce jour, la plus longue liste de personnes disparues jamais établie dans le pays. La peur permanente, l'angoisse au quotidien, la crainte du maléfique font le reste. Il faudra attendre qu'une femme soit tuée un jour devant les yeux de son époux, accompagnée de plusieurs autres témoins, revenant tous d'une importante foire locale, pour que le plan diabolique de Alexander Bean soit mis à mal. Le mari, cavalier émérite, lourdement armé, et les autres forains arrivent à s'échapper. En ayant blessé au moins, ils en sont sûrs, le chef de clan. Après un bref et violent échange, l'armée mal organisée et mal commandée de Alexander Bean se retrouvera pour la première fois en désavantage numérique et se retirera devant ce premier groupe, vite renforcé par d'autres forains et marchands qui suivaient, et fuira rapidement dans la grotte pour sauver sa peau, soigner les blessés et aussi réexaminer la situation. En se retirant, ils ont laissé derrière eux, contraints et forcés, le corps mutilé d'une femme éventrée, comme preuve contre eux, une vingtaine de témoins et un mari très en colère. Cela signera leur fin. L'homme survivant miraculé et veuf éploré a été emmené devant le magistrat en chef de Glasgow, qui, après avoir entendu l'histoire et l'avoir comparée à la plus longue liste de personnes disparues et aux nombreux rapports faisant état de mystérieuses parties de corps marinés, a décidé de porter l'affaire directement au sommet du royaume. Comme auparavant, les recherches se sont étendues à la campagne et au littoral de l'Hampshire, et comme auparavant déjà, rien n'a été découvert. On ne comprenait pas, et cela ajoutait bien sûr au côté mystique et satanique de ces nombreux rapts où jamais un corps n'était retrouvé. C'était cependant le cas jusqu'à ce que les chiens détectent l'odeur de chair humaine en décomposition alors qu'ils traversaient une grotte partiellement gorgée d'eau. La chasse à l'homme approchait. Le souverain, le roi Jacques VI, roi d'Écosse, rapidement arrivé dans l'Hampshire avec une petite armée de 400 hommes et une meute de chiens pisteurs, et qui avait déjà personnellement entendu parler de cette famille de tueurs en série, cannibales à l'envi composés de femmes et d'hommes, souvent dégénérés, dit-on, qui sévissaient impunément, va diriger les opérations. Le souverain prend cela comme un défi personnel et pour asseoir son autorité sur ces sujets, il va lancer la plus grande chasse à l'homme que l'Écosse ait jamais connue dans son histoire. On n'est pas loin de l'histoire qui accourt en France avec la bête du Gévaudan.
Au vu de la gravité particulière des faits qui lui sont rapportés, le roi Jacques VI se serait personnellement rendu sur la côte de Galloway, d'où il lance des meutes de chiens pisteurs lancés à la recherche des membres du clan Alexander Bean. C'est comme ça qu'ils auraient fini par trouver, à force de patience et de recherche perpétuelle, l'entrée de la grotte familiale, la même où régnait l'horreur. À la lueur des torches, les troupes du roi sont finalement entrées dans la grotte de Benan et, les épées dégainées, elles ont emprunté le passage sinueux d'1 kilomètre de long jusqu'aux profondeurs intérieures du repaire de la famille Alexander Bean. À l'intérieur, les pisteurs, guidés par une insoutenable odeur de décomposition, tombent face à face sur une véritable organisation de boucherie humaine. Viscères, os démembrés, crânes jonchent le sol. Le moins qu'ils constatent dans ce cloaque immonde, c'est que l'hygiène la plus élémentaire n'y est pas. Et n'oublions pas tout de même que nous sommes à la campagne, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, où l'hygiène était parfois encore un gros mot. C'est pour dire ce qu'ils ont dû voir. Rien n'aurait pu les préparer au spectacle dont ils ont été témoins ce jour-là. C'est l'horreur absolue qui les attend. Les parois humides de la grotte étaient parsemées tout le long de rangées de membres et de parties de corps humains, comme de la viande suspendue dans une boucherie ou un étal. D'autres zones de la grotte, à peine plus propres, stockaient des paquets de vêtements, des tas de montres et de bagues, ainsi que des tas d'os abandonnés lors de fêtes précédentes et de repas gargantuesques. Après un bref combat, n'oublions pas que ce n'est quand même pas leur spécialité et qu'ils ont affaire là à l'armée du roi. Toute la famille Alexander Bean, au nombre de 48 personnes, fut arrêtée et emmenée à pied à la prison de Talbot, à Édimbourg, la grande ville, siège du comté. Le roi lui-même caracolant en tête de la troupe. Leurs crimes ont été considérés comme si odieux que le système judiciaire normal pour lequel l'Écosse est si réputée a dû être abandonné. Il n'est pas difficile d'imaginer le sort qui leur est réservé. La violation manifeste des règles de l'Église anglicane s'ajoute aux sordides crimes de droit commun. Toute la famille a été condamnée à mort. Le lendemain, les 27 hommes de la famille ont connu un sort similaire à celui de beaucoup de leurs victimes. Ils ont eu les jambes et les bras coupés et ont été laissés se vider lentement de leur sang sous la surveillance de leurs femmes. Les 21 femmes furent brûlées comme des sorcières dans de grands incendies allumés en plein air. Ainsi, croit-on savoir partout, c'est ainsi que s'est arrêtée ce jour-là l'histoire de ce clan cannibale redoutable et redouté mené par un Alexander Bean sans foi ni loi. Mais non, ce serait trop simple. Les légendes sont tenaces et ont la dent dure. Car l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, il se raconte le soir lors des longues veillées d'hiver où l'on casse les noix, qu'une des filles de Alexander Bean, partie un jour du clan, différente sans doute, rebelle peut-être, avait fini par élire domicile à Girvan, pas très loin de là. Elle aurait planté un arbre appelé le Harry Tree, arbre où finalement elle aussi aurait été pendue après l'arrestation de sa famille et sa propre condamnation. Toujours selon la légende, si l'on se tient en dessous de l'arbre, il serait possible, si l'on prête bien l'oreille, d'entendre le bruit d'un corps pendu qui se balance au gré des rafales de vent. Pourtant,
même si la légende tient ici le beau rôle, si la rumeur, la folle rumeur, colportée et rapportée, déformée, amplifiée, devenue incontrôlable au fil du temps, a grandi de façon démesurée, il ne semble faire aucun doute que certains éléments aient pu être réels, tout juste exacerbés par la monstrueuse légende de la famille Alexander Bean et les secrets toujours bien gardés d'une Écosse à nulle autre pareille. Vous êtes encore là? Personne n'a été malade? Tout va bien? Donc c'est la fin de cette légende. Cette affaire a été très médiatisée aux États-Unis. C'est pour ça que je vais revenir simplement sur les faits connus et qui restent à ce jour un drame particulièrement horrible. Cette affaire de meurtre qui a eu lieu durant l'été 2018, sur fond d'affaires de mœurs, est une étrange affaire, typique de celles qui ont longtemps défrayé les chroniques judiciaires aux États-Unis. La complexité du droit américain et les difficiles relations intrafamiliales n'arrangeront de surcroît rien au niveau des investigations. Le 14 août 2018, vers 2h30 du matin, son époux Chris Watt, âgé de 33 ans, se dispute encore une fois avec son épouse Shannon, 34 ans. Cette dernière, avec qui il a cependant eu une relation sexuelle quelques instants auparavant, trouvera la mort sous les coups violents d'un étranglement provoqué par la colère. Précisons que le couple battait de l'aile depuis un moment et que leur séparation était imminente, après plusieurs vaines tentatives de réconciliation. Leur caractère et leur aspiration de la vie étaient décidément trop opposés. Revenons plus précisément sur les circonstances qui ont amené fatalement cette fin tragique pour une jeune femme que rien ne prédisposait à mourir sous les coups de son époux. Chris Watt est né le 16 mai 1985 à Fayetteville en Caroline du Nord, dans un milieu familial bourgeois sans histoire. Son père, Ronnie, est manager dans une grande concession Ford de la ville. C'est son mentor, son héros, celui qu'il adule, son image de l'idéal américain en fait, qu'il rêve déjà d'incarner. Quant à sa mère Cindy, elle est secrétaire dans une concession automobile. Il a une sœur plus âgée, de 7 ans, prénommée Jamie. Il a une scolarité normale, sans accroc, mais reste un jeune garçon, puis un adolescent plutôt introverti. Très croyant, pratiquant, il incarne cette Amérique puritaine des années 2000, dont beaucoup rêvaient. Ainsi, l'alcool, les relations intimes, les produits stupéfiants sont-ils bannis de sa vie. Après le lycée, il intègre avec succès une école d'ingénieur à Morrisville, toujours en Caroline du Nord. Doué en mathématiques, curieux, intéressé voire passionné, il effectuera divers stages professionnels au sein des usines Ford à Morrisville et à Longmont, dans le Colorado. Mais son rêve tourne court, hélas, et en 2015, il faut bien vivre, lui, le garçon modèle, rigoureux et très organisé, devient un employé d'une société pétrolière comme coordonnateur de terrain. Malgré sa grande timidité, il avait réussi à rencontrer, en 2010, par le biais d'une cousine, Shannon Russek. Après
Après un premier passage dans un centre hospitalier où elle ne semble pas s'être bien intégrée professionnellement, elle devient très vite représentante en freelance, en complément alimentaire et de vitalité. Née en 1984, elle a alors 26 ans. Le caractère pétillant de Shannon, son dynamisme, sa vitalité joyeuse vont comme un gant avec cette activité qui la rend heureuse et lui fait bien gagner sa vie. Elle voyage beaucoup, s'investit énormément dans son activité professionnelle, notamment dans la promotion, le placement et la vente d'un produit amincissant phare, montré comme nouveau et révolutionnaire, le Tide, qui est une sorte de patch. Déjà très connectée sur les réseaux sociaux naissants à l'époque, sur lequel elle partage sa vie, ses expériences, ses souvenirs et bien d'autres choses. Elle est une influenceuse reconnue, apparue avant l'heure, une vraie visionnaire en quelque sorte. Elle a cependant quelques soucis de santé, affectée d'un lupus et souffrant de diabète. Si elle n'a pas laissé Chris indifférente, leur rencontre paraît quand même assez insensée, car beaucoup de choses les opposent. Mais ils décident, malgré tout, de faire un bout de vie ensemble. Chris n'a eu que peu d'amis, hormis une courte relation éphémère d'à peine 6 mois auparavant. Sinon, personne d'autre. Cindy, la mère de Chris, et Jamie, la sœur aînée, n'apprécient que peu la nouvelle venue qui leur enlève et s'approprie leurs fils et frères. Le ton est donné d'entrée et leurs relations ne seront jamais au beau fixe. Alors que dans la famille de Shannon, c'est plutôt l'inverse qui prédomine. Ils se fianceront en 2011 et projettent de vite se marier, ce qui sera chose faite en novembre 2012. Notons l'absence des parents et de la sœur de Chris à cette cérémonie, toujours en raison de relations devenues de plus en plus conflictuelles. Seule la grand-mère l'honorera de sa présence. 2 enfants, 2 filles naîtront de cette union, Bella en décembre 2013 et Céleste en 2015. C'est un petit miracle pour eux, car Shannon avait déjà eu du mal à avoir des premiers enfants. Mais la routine s'installe et avec elle l'autoritarisme et la mainmise croissante de Shannon sur son époux. Elle décide de tout, commande, organise, planifie et passe beaucoup de temps sur les réseaux Internet. En fait, pour elle, le regard des autres et le paraître étaient des raisons de vivre. Elle était comme ça. Lui, toujours resté timide et introverti, exécute et suit simplement. Ils ne se parlent plus vraiment, ne font plus de projets en commun. À la routine déjà bien installée s'ajoutent les difficultés financières inévitables liées au train de la vie de la famille. Shannon est dépensière. Les traites pour la maison sont très élevées. Les dépenses de santé plombent le reste. Cela creuse encore un peu plus le fossé entre les époux. Et le 1er juin, Chris rencontre une autre femme, Nicole Kessinger, dans sa nouvelle entreprise au Colorado, où la famille a déménagé pour des raisons de meilleur climat pour Shannon et les filles. Leur relation, purement professionnelle au départ, devient vite plus intime au vu de nombreux points communs qui apparaissent entre eux. Mais le 11 juin 2018, un malaise naît à nouveau dans le couple. Chris apprend un peu brutalement par vidéo que Shannon est enceinte et attend leur 3e enfant. Si tout va bien, elle devrait accoucher fin janvier 2019. We did it again. I like that shirt. Really?
Really? That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. That's awesome. Guess when you want to, it happens. Wow. Le couple ne se remettra malheureusement pas de cette nouvelle. Shannon et les enfants passent la majorité de l'été en Caroline du Nord en famille. Chris reste dans le Colorado au travail. Sa proximité avec sa nouvelle petite amie est inévitable. Le 4 juillet 2018, une violente crise secoue une nouvelle fois le couple. Après une dizaine d'appels téléphoniques, Chris rentre chez lui et une dispute éclate sans surprise. Chris est chez sa nouvelle amie alors que sa famille est en vacances en Caroline du Nord, ce qui montre bien que rien ne va plus entre eux. Mais le 31 juillet 2018, il s'envole pour les rejoindre pour la dernière semaine de vacances. Mais cela aussi restera un échec. Les enfants l'exaspèrent. Il ne parle pas à son épouse. Ils cohabitent silencieusement. Ils rentreront chez eux le 7 août 2018, dans ce même climat délétère. Et c'est bien le 13 août 2018 que le drame aura lieu. Dans la nuit, Shannon, en proie à des problèmes d'horaire d'avion, rentrera très tard chez elle. Une relation intime tumultueuse s'ensuivra. Une dispute naîtra le lendemain matin au réveil, notamment au sujet de leur séparation envisagée et de la garde des enfants. Shannon sera tuée peu après par strangulation par Chris, excédé et les nerfs portés à vif. Ces versions varieront dans le temps entre la colère froide et la résignation. Il n'arrive pas vraiment à expliquer ce geste irrémédiable, mais reconnaîtra bien longtemps après qu'il l'a fait. Peu après 5h30, les images vidéo de différentes caméras l'attestent en effet. Il chargera le corps de son épouse dans son pick-up professionnel, emmènera ses 2 filles avec lui. Comble de l'horreur, ces 2 filles seront à l'arrière avec leur mère, inerte. Leur sort est hélas aussi scellé, car il les tuera également peu après,
en les étouffant sous des couvertures et les déposera toutes les deux dans des citernes sur son lieu de travail. Le drame est consommé dans son entier. Dans la suite de sa folie, et un peu cynique, Chris Watt prévient l'école de ses filles qu'elles ne viendront pas ce jour-là et qu'ils vont mettre leur maison en vente. Le but est de faire taire d'éventuels questionnements. Vers midi, Nicole Atkinson, une amie de Shannon, est inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Elle décide de se rendre sur place, chez son ami, mais Chris, l'époux meurtrier, qui en est informé, essaie de lui en dissuader. En vain, car Nicole est déjà là, devant sa porte, avec son fils. Elle a avisé les services de police et les parents de Shannon. Her husband and her supposedly are separating, but she didn't know this. She thought they were just having issues. He disclosed that to me today. Because I called him and I was like, have you talked to her from Shan when she left for work this morning? Because I can't get a hold of her. I called, I texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day right at the front door. She only has one vehicle? No, they only have the one vehicle in the work truck. Okay, that's what I'm asking. There's not a... The girl went on a play date, but they're 4 and 2. She went on a play date. Why wouldn't she take her car? They're both in the car. She had a doctor's appointment this morning at 9 and she didn't go to the doctor's appointment. Okay. No answer on the phone. Husband's on his way. Supposedly, but he said that 15 minutes ago and I called him and he said it was 45 minutes out still. And I know the code is the door. You do? I do, but there's a thing on it. There's a, no, it'll, you know, Chris, I didn't do it. There's a, they have the thing flipped up here. Oh. What about the garage door? I don't know. Is there... Le policier arrive sur les lieux. Nicole et Chris pénètrent dans la maison. Mind if I come in, Chris? Okay. You checked upstairs? She's not there. I just want to make sure she's not passed out somewhere. Is she diabetic? You mind if I look around? Okay, thanks. You're fine. Les policiers commencent à inspecter la maison. Les édredons des filles ont disparu de leur lit. Chris explique que les filles les emmènent partout avec elles. Cela surprend les policiers. Dans la cuisine, ils retrouvent le sac à main et les médicaments de Shannon. Chris tombe sur l'alliance de Shannon, posée sur la table de nuit de son épouse. Dans la chambre du couple, les oreillers traînent par terre et il n'y a pas de couette sur le lit. Les médicaments anti-asthme des enfants sont découverts dans la maison, ce qui est pour le moins curieux. Le téléphone de Shannon est retrouvé, éteint, sur la rampe de l'escalier. Il le rallume et tombe sur toute une série de messages non lus depuis 7h40. 7h40, SMS de Chris. Si tu as les enfants, dis-moi où vous êtes. Midi, SMS de Chris. Peux-tu me rappeler ? 13h19, SMS de Chris. Je rentre à la maison, sois là. 13h19, SMS de Chris. Où es-tu ? De surcroît, la vidéosurveillance du voisin immédiat et son témoignage sont accablants à l'encontre de Chris, qu'on voit très nettement reculer son pick-up au maximum vers 6h du matin. Dans le garage, il chargeait quelque chose, se montrait très nerveux. Des enquêteurs spécialisés en police technique et scientifique investissent la maison dès le début d'après-midi.
L'impression générale qui ressort est que la maison a subi un grand nettoyage à base de produits actifs et puissants. Mais rien d'autre n'apparaît pour le moment et Chris reste libre. L'ami de Shannon poursuit de son côté son enquête, alors que la police, via le FBI, a lancé un avis de recherche officiel. Et pour ne rien arranger, sur les conseils d'un ami, Chris, qui ne s'est pas rendu à son travail, va donner une interview à une télévision locale. Non préparée d'avance, c'est une catastrophe annoncée. Son attitude nonchalante, son manque total d'empathie, ses remarques parfois déplacées, son rire sarcastique aussi le rendent suspect. Quels sont vos noms et prénoms? Chris Watts. WATTS. Vous croyez qu'elle est partie? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. J'espère juste qu'elle est en sécurité et que les filles sont avec elle. Est-ce qu'elle est partie? Je ne sais pas. Mais si elles ont été enlevées et qu'elles sont en danger, je veux qu'elles rentrent. Ma question est un peu délicate, mais vous vous êtes disputé juste avant? Ce n'était pas une dispute, juste une discussion un peu tendue. Je préfère ne pas en parler. Je veux juste qu'elle rentre. Et pendant ce temps, l'enquête policière continue. Les policiers étant intimement persuadés que Chris leur a menti et est bien à l'origine de la disparition de sa famille. Son GPS professionnel, une fois analysé, révèle sa présence matinale sur le site professionnel qu'il emploie. Le premier interrogatoire, qui a duré 3 heures, le met très mal à l'aise et il arrive à se contredire plusieurs fois, hélas. Et lorsque l'interrogatoire reprend le lendemain, dans la matinée, c'est pareil. Entre-temps, une perquisition plus poussée effectuée dans la maison du couple fera apparaître un drap caché sous des sacs poubelles et divers autres preuves comme les appareils électroniques de Shannon, cachés eux aussi. À tout le moins, les policiers savent que quelque chose de grave est survenu récemment dans ce pavillon. L'intervention du père de Chris, arrivé en toute hâte sur les lieux, permettra très progressivement aux policiers du FBI de débloquer la situation. Chris passera lentement, très lentement aux aveux, après des passes d'armes avec la psychologie et les policiers qui changent plusieurs fois de stratégie. D'autant plus que les investigations menées dans la maison, sur les pièces à conviction et le site pétrolier où il a laissé les corps, commencent à livrer leurs tragiques secrets. Dans un premier temps, Chris avouera à son père d'avoir tué Shannon, car elle avait fait du mal à ses filles. Tu vas me dire ce qui se passe? J'ai échoué au détecteur de mensonges. Tu as échoué? Ouais, j'étais trop ému? Ouais. Et ils ne vont pas me laisser partir.
Ils ont une raison de te garder? Ils savent que je l'ai trompé. Ils le savent. Je leur ai tout dit. Tu as quelque chose à me dire? Ce qui s'est passé ou autre chose? Comment ça? On a eu une discussion ce matin-là. C'était tendu et je lui ai dit que je voulais la quitter. Je ne veux pas la protéger. Quoi? Je ne veux pas la protéger. Tu ne veux pas la protéger? Je ne sais pas quoi dire d'autre. Tu sais ce qui s'est passé? Elle leur a fait du mal. Elle leur a fait du mal. Ouais. Et j'ai dû la tuer. Tu as fait quoi? Je dois leur dire. Ce que tu lui as fait? Elle a fait du mal aux enfants? Aide-moi, Chris. Aide-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle... Quoi? Elle les a étouffés. Elle les a étouffés? Étranglés. Elle les a tués? Ouais. Elles étaient bleues. Toutes les deux? Elle les a tuées toutes les deux? J'ai craqué et je l'ai étouffée. Mon Dieu. Elle a tué Sissi et Bella. Elle les a étouffés. Et tu as craqué et tu l'as étouffé. C'était foudrage. J'ai pas... Dieu Tout-Puissant, mon fils. Finalement, l'énigme sera résolue par les différents services de police intervenus sur place. Les 3 corps retrouvés avec l'aide plus ou moins efficace de Chris, mais ses explications quant à la motivation resteront toujours floues. Empreintes de 1000 détails inutiles, peu compréhensibles en tout cas. Shannon a bien été entrée peu profondément avec les outils découverts et saisis sur place, et les fillettes immergées dans les 2 réservoirs qui avaient été vidés aux fins d'analyse et d'enquête. C'est accablant pour Chris, et une découverte horrible pour les enquêteurs. Christopher Watts est mis en route pour son audience de mise en accusation au palais de justice du comté de Weld, le 21 août 2018, à Grimley. Chris fait face à 9 chefs d'accusation, dont plusieurs pour meurtre au premier degré, de sa femme et de ses 3 enfants. Chris Watts est escorté devant le tribunal pour son audience de mise en accusation, le 21 août 2018. Ayant spontanément avoué avoir commis ces 4 crimes et plaidé coupable. Avant de prononcer la sentence, le juge Marcelo Kopko a affirmé qu'il s'agissait du crime le plus inhumain parmi les milliers de cas qu'il a vus durant sa carrière. En plaidant coupable, avec l'accord de la famille de la victime, Chris Watts avait évité la peine de mort. Après s'être débarrassé des corps, il a passé plusieurs appels téléphoniques. Un à l'école pour dire que les filles n'étaient plus inscrites. Puis un agent immobilier pour parler de la vente de la maison. Il a écrit à sa maîtresse pour parler de leur avenir. Tout ça ne dit pas pourquoi il a fait ça. S'il était heureux et voulait refaire sa vie, il pouvait divorcer. On ne supprime pas sa famille avant de la jeter comme des ordures.
Pourquoi Nico, Céleste, Bella et Shannon devaient-ils perdre la vie pour qu'ils puissent avoir ce qu'ils voulaient? Avant de prononcer la sentence, le juge Marcelo Kopko a affirmé qu'il s'agissait du crime le plus inhumain parmi les milliers de cas qu'il a vus durant sa carrière. C'est sans doute le crime le plus vicieux et le plus inhumain que j'ai eu à traiter parmi les milliers d'affaires que j'ai vues passer. Toute peine inférieure à la peine maximale amoindrirait la gravité de ce crime. Je vous demanderai de bien vouloir mettre l'accusé en détention et de le confier aux soins du régime pénitentiaire pour le restant de ses jours. Chris Watts passera le reste de ses jours en prison, sans possibilité de libération conditionnelle, après avoir plaidé coupable. En plaidant coupable, avec l'accord de la famille de la victime, Chris Watts avait évité la peine de mort. Au total, l'homme écope de 5 peines de prison à perpétuité, soit 3 consécutives et 2 concurrentes. De plus, Chris a écopé d'une peine additionnelle de 48 ans de prison pour avoir mis fin à la grossesse de sa femme et de 36 autres années pour ses crimes en lien avec la disposition des corps. Au cours du verdict, la mère de Chris a affirmé, en pleurs, que sa famille l'aimait et lui pardonnait. Je m'appelle Cindy Watts. J'essaie encore de comprendre comment et pourquoi cette tragédie s'est produite. Certains se demanderont comment je peux me tenir ici dans de telles circonstances pour vous dire que nous sommes dévastés. Même si nous sommes incapables d'imaginer les raisons de ton acte, nous t'aimons. Et nous te pardonnons, mon fils. Chris sera donc incarcéré à vie selon les lois américaines en vigueur dans cet État et au niveau fédéral. Il racontera sa vie, reviendra plusieurs fois sur les raisons de son geste, sans vraiment convaincre ceux qui l'écoutent. C'est la fin de cette épouvantable affaire. J'espère du fond du cœur que jamais il ne sortira de prison. Je souhaite énormément de courage à la famille de Shannon et j'espère qu'elle repose en paix ainsi que ses enfants. L'affaire des disparus de l'autoroute A6. L'affaire des disparus de l'autoroute A6 menant de Paris à Lyon est une affaire tentaculaire de disparitions successives de jeunes femmes, puisque pas moins de 14 d'entre elles seront recensées dans un décombre macabre. Disparitions toutes survenues entre le 22 août 1984 et le 2 août 2005. Dans la traversée du département de la Saône-et-Loire. Longtemps, cette affaire particulièrement sordide sera marquée par la fatalité et le manque de chance, comme si un mystérieux inconnu voulait sans cesse se mettre en travers de la justice. Notons aussi que le terme disparu de l'autoroute A6 ne peut s'appliquer ici qu'à l'aire géographique des disparitions signalées et des crimes commis, puisque jamais aucun des faits ne pourra être imputé à un utilisateur de l'autoroute, quel qu'il soit, chauffeur routier, vacancier, navetteur ou personnel y travaillant au quotidien. D'entrée, il convient de préciser que l'affaire dite des disparus de l'autoroute A6 regroupe en fait une quinzaine d'affaires criminelles, gérées au départ par des services enquêteurs différents, qui ne se connaissent pas tous, ne font pas de lien évident entre toutes ces affaires, dont certaines d'ailleurs ne sont que très peu médiatisées. C'était, à cette époque-là, la difficulté essentielle de voir large et grand, dans une zone géographique donnée.
Ni les magistrats d'alors, ni même certains enquêteurs en charge de ces dossiers n'étaient vraiment prêts à partager leur information ou à céder leur affaire, au risque de la faire capoter et de ne jamais la voir aboutir. Les temps, heureusement, ont changé. Leur seul point commun réside dans le fait que toutes ces disparitions mystérieuses, vite devenues inquiétantes pour les proches et les enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie nationale, saisis selon les zones de compétence et l'implantation des juridictions, concernent, après analyse et rapprochement fait, mais bien tard, des jeunes femmes sans histoire, âgées de 13 à 37 ans, qui ont toutes disparu brutalement, sans laisser de signes évidents, ni de traces, dans un rayon de 200 km grosso modo, en amont et en aval de Mâcon, le long de l'axe autoroutier le plus emprunté d'Europe, l'autoroute A6. Dès lors, toutes les hypothèses sont permises. Présence d'un tueur en série, même si ce terme est encore utilisé avec beaucoup de prudence en France. Mauvaise rencontre répétitive de jeunes filles insouciantes. Le hasard aussi, pourquoi pas, dans ce que les habitants de la région dénommeront très vite le triangle de la peur, couvrant toute la région allant de Chalon-sur-Saône à Mâcon à Monceau-les-Mines. Au fil de l'évolution de l'enquête, portant au tournant des années 2000 sur près d'une quinzaine de cas signalés et d'investigations différentes, sans toujours pouvoir forcément les lier d'ailleurs, allant de rebond en sursaut, mais sans véritablement aboutir, la mère d'une des premières victimes créera l'association Christelle, en hommage à sa fille disparue. Elle regroupe une majorité des membres des familles de victimes, 11 s'étant déjà spontanément affiliés à elle. Le 20 août 1984, Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, deux cousines de 22 ans, inséparables, originaires de Liège en Belgique, appellent leurs familles respectives, toujours en Belgique, pour les prévenir de leur arrivée imminente en Bourgogne et plus exactement à Mâcon. Elles sont parties pour faire du stop, pour visiter la région pendant une quinzaine de jours. 2 jours plus tard, elles quitteront le domicile de leur amie à Mâcon. On ne va plus jamais les revoir. Les parents inquiets, ne recevant plus aucune nouvelle, donnent l'alerte dans les jours qui suivent. Mais aucun témoignage utile ne sera recueilli. Aucune piste ne se dessinera non plus dans cette double disparition des plus mystérieuses. 2 ans plus tard, le 14 novembre 1986, Sylvie Aubert, jeune caissière à l'hypermarché Mammouth de Chalon-sur-Saône, quitte son travail à 21h. Elle emprunte, comme tous les soirs, avec son vélomoteur, une petite route pour rejoindre la maison de ses parents, à Saint-Loup-de-Varennes. Son père, inquiet de ne pas la voir revenir, va partir à sa rencontre et va retrouver le vélomoteur à quelques kilomètres du domicile, ainsi que son sac à main et l'une de ses chaussures. Le tout au milieu de la chaussée. Ce n'est pas un accident, mais bien un enlèvement, puisque son corps sera retrouvé 5 mois plus tard, dans la rivière d'Eune, sur la commune de Géange, non loin des lieux. Faisons alors suite à ces 3 disparitions successives, qui ont déjà été prises en compte antérieurement. C'est le décès de Christelle Mellery, le 18 décembre 1986, âgée d'à peine 16 ans. La 4e victime déjà recensée, qui va mettre les enquêteurs encore un peu plus sous pression. Son corps est finalement découvert assez rapidement, lardé d'une trentaine de coups de couteau, porté avec une sauvagerie inouïe dans le local à vélo de son immeuble. En effet, dès 1990, le juge d'instruction en charge de cette affaire, jamais résolue, rend une ordonnance de non-lieu.
Curieusement, on apprendra que certaines pièces à conviction de l'affaire, notamment les vêtements de la victime, ses bijoux, le couteau retrouvé à 200 mètres du lieu du crime, ont été détruites, comme toute attente et en violation de toutes les règles de conservation en vigueur dans les juridictions, dont, bien sûr, celui de Chalon-sur-Saône. Christelle Blétry, âgée de 20 ans, élève au lycée agricole de Vérouzevre, est découverte le 28 décembre 1996 dans un fossé près de Blancy, le corps entaillé de 123 coups de couteau. Élève au lycée agricole de Vérouzevre. C'est en 2003 qu'un enquêteur privé travaillant pour le compte de l'association Christelle, fondée par Marie-Rose Blétry, mère de Christelle, fera des avancées significatives. Pour tenter de relancer l'affaire, restée au point mort, il a réussi à recueillir, non sans mal, le témoignage de l'ancien petit copain de Christelle, qui sera déterminant pour la résolution de cette affaire au moins, et redonnera de l'espoir à tous ceux qui croient, et ils restent nombreux, que ce n'est pas une fatalité qui s'abat sur la région. Celui-ci avait en effet affirmé qu'après le meurtre, un dénommé Jean-Pierre Murat, vague connaissance à lui, traînant toujours dans la cité sans but précis et oisif, lui avait proposé de le dédommager de 300 € pour le décès de la jeune fille. Le petit copain en question n'avait pas alors cru bon de signaler cet élément. L'information judiciaire est réouverte en 2005. Jean-Pierre Murat, 44 ans, est interpellé, placé en garde à vue par les policiers et entendu sur les faits. Lors d'une perquisition menée chez lui, des dizaines de couteaux différents sont retrouvés. Les lames sont toutes analysées et comparées à celles du couteau de la scène de crime, qui, rappelons-le, a été détruit avec d'autres scellés et comparé au vu de clichés photographiques pris sous divers angles et avec divers grossissements. Et il apparaît très vite évident que les lames saisies et celles prises en photo ont été aiguisées par la même meule et très probablement par là ou les mêmes personnes, usant de la même technique. En effet, l'expertise menée par les fins limiers de la police judiciaire de Dijon s'appuie sur 4 points communs de stigmates d'affûtage, laissés par la meule, un peu comme lors d'une expertise balistique, où sont comparées les traces laissées sur les projectiles balles par le canon d'une arme. Ces éléments, ainsi que d'autres témoignages, convergent, permettent au juge d'instruction de mettre en examen le suspect pour homicide volontaire le 15 décembre 2011 et de le placer en détention provisoire à la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand, en Saône-et-Loire. Notons qu'avant son arrestation et sa mise en cause, ce jeune homme originaire du Creusot avait déjà été interné en milieu psychiatrique à Chalon-sur-Saône, sur demande d'un proche et sur avis médical. Âgé de 19 ans, porté sur l'alcool et les stupéfiants, ouvrier métallier sans conviction, déjà père d'une petite fille, il traînait dans le quartier des Charmilles, à proximité immédiate de la cité HLM où Christelle résidait. Il connaissait très bien les lieux, car il avait déjà été impliqué dans des cambriolages commis dans des caves de cette résidence. Condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans devant les assises de la Saône-et-Loire, à Chalon-sur-Saône, Jean-Pierre Murat, ayant fait appel de cet arrêt, verra cette peine confirmée par la cour d'appel de Dijon, à peine 1 an plus tard. Le jury avait cependant acté que son discernement était altéré au moment des faits par les prémices de la schizophrénie. Une autre jeune fille a disparu, Carole Sotlisiak, une toute jeune fille de 13 ans, dont le corps en partie dénudé et brûlé sera découvert par des chasseurs, dans un bois près de Mont-Soleil-Mines. L'expertise médico-légale déterminera qu'elle a reçu 4 coups de poignard, tous portés au thorax.
que des traces de strangulation sont nettement apparentes et qu'elle a également subi des violences sexuelles. Curieusement, une trace de liquide corporel isolée par les enquêteurs a la particularité de ne contenir aucun spermatozoïde. L'ADN qui en est extrait est comparé négativement à celui de Francis Holm, tueur en série déjà identifié, et de 2 autres hommes qui avaient reconnu être présents sur les lieux ou à proximité. Une autre victime, tant le décompte macabre se poursuit malheureusement dans la région, se nommait Virginie Blusé, avait 21 ans, était originaire de Beaune et a brusquement disparu en février 1997, quelques mois à peine après Christelle Blétry. Son corps est retrouvé le 17 mars 1997 à Verdun-sur-le-Doubs, en bord de Saône. L'expertise médico-légale déterminera qu'elle a, en fait, séjourné 5 semaines dans l'eau, menottée et bâillonnée, la tête couverte d'une taie d'oreiller. Dans ce cas aussi, des scellés initialement non exploités, notamment une infime tache de sang sur le bâillon, tache de sang qui sera accablante à tout point de vue, permettront aux gendarmes de la section de recherche de Dijon de confondre en février 2010 le petit ami de la victime. Sauf que par un hasard judiciaire malencontreux, le juge d'instruction avait rendu dès le 6 novembre 2002 une ordonnance de non-lieu par faute de preuves. Au final, sur cette scène de crime inédite jusque-là en France, puisqu'elle est longue de près de 200 km, 14 femmes ont donc disparu entre 1984 et 2005, toutes regroupées sous le vocal des disparus de l'autoroute A6. Où seule l'opiniâtreté de certaines familles des victimes permettra la poursuite de la quête de la vérité. Maître Corinne Herman est avocate de l'association Christelle, dès sa fondation et co-auteure du livre « Nous, avocats des oubliés », sur la piste des crimes non résolus, paru aux éditions J.C. Latte. Comme Virginie Blusé, au moins 12 jeunes femmes sont décédées ou disparues entre 1984 et 2005, en Saône-et-Loire sans explication. Leurs assassins n'ont jamais été identifiés. Des affaires douloureuses, la plupart sans lien apparent, devenues au fil des années et des errances judiciaires un seul et même mystère, celui des disparus de la 6. 2 ans plus tard, en novembre 1986, Sylvie Aubert, caissière de 22 ans, travaillant au supermarché Mammouth de Chalon-sur-Saône, est assassinée alors qu'elle rentrait chez elle. Son corps sera repêché 5 mois plus tard, en avril 1987, dans un cours d'eau qui traverse la commune de Géange. Ses poignets sont liés par un fil de fer. Elle a été étranglée. Le tueur en série allemand Ulrich Münstermann est même soupçonné d'avoir commis le meurtre et d'être responsable de la disparition des 2 premières touristes belges qui faisaient du stop. Détenu à Fleury-Mérogis, l'homme nie en bloc et les très longues vérifications entreprises par les enquêteurs ne permettront pas de le confondre. La 4e disparue, Christelle Mellery, décède dans la cave d'un HLM du Creusot, à 200 mètres de chez elle, en décembre 1986. 33 coups de couteau se sont abattus sur l'adolescente de 16 ans. Un facteur qui faisait sa tournée aperçoit un homme d'une vingtaine d'années, qu'il décrit comme assez mince, cheveux mi-longs, assez clairs et peut-être même blond, un peu le style du chanteur Renaud. Les enquêteurs disposent également de 2 cartes postales dans lesquelles le meurtre est revendiqué. En 1990, le juge d'instruction rend pourtant une ordonnance de non-lieu. Les pièces à conviction de l'affaire, notamment les vêtements de la victime, ses bijoux, le couteau retrouvé à 200 mètres du lieu du crime, selon le Nouvel Observateur, sont détruites par le service des scellés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.
Il faudra attendre 2003 et l'enquête menée par un détective privé pour relancer l'affaire. L'information judiciaire sera réouverte en 2005 et Jean-Pierre Murat, 44 ans, mis en examen pour homicide volontaire en décembre 2011. Mais la litanie macabre ne s'arrête pas là. Pendant l'été 1987, à moins de 2 semaines d'intervalle, 2 jeunes filles seront assassinées. En 1999, toujours du côté de Mâcon, et là encore en bordure de Saône, le corps de Vanessa Thiellon, 17 ans, apprentie cuisinière, est découvert. La victime a été sauvagement battue et est morte d'une overdose, en état d'ivresse manifeste, ce qui n'était pas dans ses habitudes, sans avoir subi d'agression sexuelle. Le corps de Marthe Buisson, pensionnaire d'un foyer pour l'enfance, est retrouvé le long de l'autoroute A6, à hauteur de Saint-Albin. Aucun élément concret n'apportera d'explication à ce crime impuni. 15 jours plus tard, à seulement 3 km de là, Nathalie Maire, employée d'une sandwicherie sur l'aire d'autoroute de Saint-Albin, est retrouvée décédée sur les lieux mêmes de son travail. Marthe Buisson, une fugueuse de 16 ans, est retrouvée sur une bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A6, le crâne très abîmé, non loin de Mâcon. Selon plusieurs témoins, elle a été jetée d'une grosse voiture claire. Là aussi, toutes les investigations menées n'apporteront pas de réponse. Entendue par les gendarmes chargés de cette affaire, Nathalie Maire est tuée à son tour 15 jours plus tard, dans une incompréhension totale. Pourquoi elle? Pourquoi à cet endroit-là et à ce moment-là? La jeune fille de 18 ans était employée saisonnière sur l'aire d'autoroute de Saint-Albin. Elle a été battue à coups de manche à balai et étranglée avec la rallonge électrique du congélateur de la cabane à frites où elle travaillait. Une piste interne au travail de la jeune femme, un instant évoquée, s'avérera finalement non fondée. La 7e disparue, Carole Soltysiak, n'a que 13 ans. Des chasseurs découvrent son corps nu et partiellement brûlé dans un bois près de Montceau-les-Mines. D'après la Gazette de la Côte d'Or, 4 coups de poignard ont été portés au thorax. Des traces de strangulation sont révélées. Les examens attestent que la fillette a été saoulée avant de subir une agression sexuelle. Le liquide corporel, isolé par les enquêteurs, a la particularité de ne contenir aucun spermatozoïde. L'ADN qui est en extrait est comparé à celui du tueur en série Francis Holm et de 2 autres hommes qui avaient reconnu être présents sur les lieux. Mais les analyses ne donnent rien. Le 9e nom est celui de Virginie Bluzet, disparue en février 1997, quelques mois seulement après Christelle Blétry. Le corps de la jeune Beaunoise de 21 ans est retrouvé en bord de Saône, à Verdun-sur-le-Doubs, après 5 semaines passées dans l'eau. Elle a été menottée, bâillonnée et sa tête recouverte d'une taie d'oreiller. De nouveaux scellés, non exploités jusqu'alors, ont permis, grâce à l'avancée de la police scientifique, de relancer l'enquête en février 2010. C'est également en bord de Saône, du côté de Mâcon, qu'est retrouvé le corps de Vanessa Thiellon, en 1999. L'apprentie cuisinière de 17 ans est décédée d'une overdose, mais elle a été sauvagement battue. Aucune agression n'a été signalée. 6 ans plus tard, le 19 mars 2005, Anne-Sophie Girollet, 20 ans, étudiante en 3e année de médecine à Lyon, disparaît brusquement après un gala de danse à Mâcon, auquel elle participait. Partie en véhicule, elle ne donnera plus jamais signe de vie. Son corps flottant dans la Saône ne sera repêché que le 2 avril, près d'un pont à Mâcon. Le médecin légiste confirme que la victime a subi des agressions sexuelles, qu'elle est décédée par strangulation et coups multiples portés au thorax. 7 ans après les faits, un homme est interpellé et confondu au vu des avancées de la recherche génétique. L'ADN de Jackie Martin est connu car déjà enregistré pour divers méfaits antérieurs.
et il est finalement condamné par la cour d'assises de la Saône-et-Loire à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans pour la séquestration et le meurtre. d'Anne-Sophie Girollet est fait appel. Sa peine sera finalement alourdie par la cour d'assises du Rhône à Lyon à 22 ans de période de sûreté. La série noire se terminera avec le décès en février 2007 de Corinne Tarré. Elle aura passé 2 ans dans un état de coma neuro-végétatif à l'hôpital, suite à sa découverte très gravement blessée à la tête, dans la cour de son exploitation, près de l'étang de Brandon, dans la région du Creusot. Ainsi se résume l'énigme des disparus de la 6.